cette présentation qui porte sur le sujet que j'ai eu l'occasion de traiter en mémoire et que j'ai titré une proposition d'accélérateur pour la mise en place d'une couverture indicielle des risques météo-sensibles. Donc, le sujet initial de mon mémoire, c'était la création d'une couverture indicielle des pertes d'exploitation des centrales solaires. Mais en fait, en suivant cette démarche, je me suis heurté à plusieurs points bloquants. Et au fur et à mesure que je montais en compétence sur ce sujet, je me suis rendu compte que ces points bloquants et chronophages que je rencontrais, ils étaient systématiquement présents lors de la création d'une couverture indicielle pour un risque météo-sensible donné. Donc j'ai choisi d'élargir le sujet que je traitais et donc j'ai souhaité mettre en place des méthodes valables dans un cadre plus général, qui est celui de la création d'un indice pour la couverture de tout risque météo-sensible. Donc suite à ce choix, j'ai mené des travaux de R&D afin de créer ou d'améliorer les méthodes, des méthodes déjà existantes utiles à la création d'un indice. Donc ces méthodes, elles peuvent être réparties en 3 points. Donc tout d'abord l'extraction de variables météorologiques massives. Ensuite la désagrégation d'une variable quantitative que j'appellerai par la suite support du risque. Et enfin, le cœur des travaux de ce mémoire, l'automatisation de la mise en place de réseaux de neurones performants. Donc ces 3 points, je les ai aussi nommés accélérateurs car ils ont pour but de simplifier et de rendre accessible la mise en place de couvertures de ce type. Et ils seront finalement, donc à la fin de cette présentation, appliqués à un cas pratique qui était donc le sujet initial de mon mémoire, c'est-à-dire la couverture des pertes d'exploitation des centrales solaires. Donc, afin de contextualiser les travaux effectués, je vais rapidement vous présenter le cadre pratique dans lequel ils s'inscrivent et notamment quel type de couverture indicielle a ici été considéré pour cadrer le mémoire. Donc en fait, les couvertures indicielles étudiées ici, elles sont basées sur 3 éléments fondamentaux, donc le support du risque, l'indice et le seuil de déclenchement. Je vais illustrer à travers un exemple puisque je pense que c'est le plus parlant, quel rôle ils peuvent jouer. Donc dans le cadre par exemple d'un produit indiciel agricole qui couvrirait les pertes d'exploitation d'un agriculteur, le support du risque, ça pourrait être le rendement par hectare de cet exploitant. Et on parle bien ici de support du risque pour expliquer la nomenclature, car c'est en fait une baisse quantifiable de ce rendement agricole par hectare qui correspondrait à la réalisation du risque de perte d'exploitation couvert au titre du contrat. Donc l'indice associé à ce support du risque pour le type de produit indiciel considéré, ça sera en fait une prédiction de ce support du risque effectuée à l'aide de variables externes météorologiques. On parle ici de phénomènes météo-sensibles car pour que l'indice puisse être défini de la sorte, il faut que toute variation du support du risque puisse être expliquée par des phénomènes météorologiques. Et enfin, le seuil de déclenchement qui, lorsqu'il est franchi par l'indice, va venir déclencher l'indemnisation. Donc cette indemnisation, elle est automatique et peut correspondre soit à un montant forfaitaire, donc dans le cas de l'exemple agricole 50 € par hectare couvert par exemple, ou bien être calculé à partir du niveau de l'indice lorsqu'il franchit le seuil. Donc, je reviendrai sur cette méthode d'indemnisation à la fin quand je parlerai du cas pratique. Sur le graphe présenté ici, où l'indice fictif est représenté en bleu et le seuil de déclenchement en rouge, on constate que la prestation elle a été déclenchée le 3 janvier 2005 pour un montant donc inconnu à ce stade, on en traitera plus tard. Donc, la première question que je me suis personnellement posée lorsque j'ai entendu parler de couverture indicielle, c'était celle de leur intérêt. Pourquoi ce fonctionnement alternatif relativement à des couvertures indemnitaires plus classiques qu'on retrouve généralement en assurance IARD? Donc tout d'abord, comme j'ai dit précédemment, le déclenchement de la prestation, il est automatique, ce qui signifie que l'indemnisation est extrêmement rapide. Les délais sont en général de l'ordre d'une semaine. Ensuite, les provisions techniques, elles sont grandement réduites, voire simplifiées. En fait, étant donné que les délais d'indemnisation sont très courts, les provisions dossier-dossier associées au sinistre ouvert sont très faibles, voire nulles. En plus de tout ça, étant donné que l'assureur a à tout moment connaissance du niveau de l'indice, il est immédiatement informé de la survenance d'un sinistre, ce qui signifie que les IBNR n'ont plus lieu d'être. On a aussi des frais de gestion associés à ce type de couverture qui sont très faibles, parce qu'en fait, on n'a aucun processus de déclaration de sinistre, ni aucune intervention d'experts qui sont nécessaires pour établir soit la survenance du sinistre, soit estimer le montant de prestations associées.
Donc, en conséquence, si on parvient à avoir des frais d'acquisition similaires à ce qu'on a en indemnitaire actuellement, classique, en indemnitaire plus classique, pardon, on devrait parvenir à une prime chargée plus faible à un niveau de couverture équivalent. Et donc, enfin, pour les produits d'assurance indicielle qu'on considère ici, c'est pas forcément un cas général. On a une absence totale d'aléa moral, parce qu'en fait, c'est l'indice et non le support du risque qui va déclencher la prestation. Et comme je l'ai dit donc avant, l'indice, il est calculé à partir de variables météorologiques. Or, ni l'assuré ni l'assureur ne sont à même d'influencer ces variables météorologiques, et donc mécaniquement le niveau de l'indice, ce qui vient éliminer tout aléa moral de la couverture par construction de cette dernière, en fait. Donc, je vais maintenant vous parler du premier obstacle qu'on rencontre systématiquement lorsqu'on tente de mettre en place des couvertures indicielles de phénomènes météo-sensibles, et ça correspond à l'obtention de variables météorologiques de qualité, issues d'une source fiable, et ça c'est indispensable puisque ces données doivent être disponibles de manière régulière pendant toute la période de couverture, sans quoi on n'est pas à même de calculer l'indice, et de plus elles doivent satisfaire à plusieurs conditions propres aux mémoires dans lesquelles elles s'inscrivent. Donc, les variables météorologiques qui ont été sélectionnées ici, ce sont celles du programme Power de la NASA, qui est donc une source de données satellites gratuite et en usage libre. Le programme Power étant un programme de recherche. Donc, cette source, elle a été choisie parce que satisfait à plusieurs conditions essentielles. Tout d'abord, concernant le caractère exhaustif des variables, qui permettra en fait de prédire à partir de ces dernières tout support du risque s'il peut être décrit par des phénomènes météorologiques. Et ainsi, il permet de construire tout indice associé à tout support du risque météo-sensible. En fait, on trouve ici 42 variables, donc propres à la température, la vitesse, la direction du vent, les niveaux de précipitation, le taux d'humidité, la pression atmosphérique, les radiations solaires, etc., à des mesures assez précises, donc à différents niveaux d'élévation. Et l'idée ici, c'est de dire que soit ces variables ou toute combinaison pertinente de ces variables permettent d'expliquer les variations de tout phénomène sujet aux aléas météorologiques. Ça, c'est le caractère exhaustif. Dans le cadre de ce mémoire, on cherche également à créer une application plus universelle possible des méthodes proposées pour construire des couvertures indicielles. Il est, je pense, important que toutes les zones géographiques puissent être couvertes. Ici, c'est le cas puisque, comme c'est une source de données satellite, la NASA met à disposition ces données globalement à une résolution de 0,5 degré de latitude par 0,5 degré de longitude, ce qui correspond, pour être plus parlant en Europe, à des pixels de 70 km de côté. Donc, afin de construire un indice de qualité et pour déterminer des seuils de déclenchement adéquats, un historique important est aussi nécessaire. Ici, c'est le cas puisque les 42 variables du programme Power sont disponibles journalièrement pour un historique qui va de 1983 à aujourd'hui, ce qui correspond à 38 ans, soit 13 620 relevés temporels pour un unique point fixé dans l'espace, pour une latitude et une longitude donnée. Donc les données, elles sont distribuées selon 3 dimensions, comme je viens de le dire, la latitude, la longitude et le temps. Et pour en faire un usage de manière simple, leur extraction sur une fenêtre temporelle et géographique paramétrable, elle a été entièrement automatisée à l'aide de l'interface de programmation de la NASA et intégrée au sein du package Index Methods qui contient l'ensemble des accélérateurs proposés dans le cadre de ce mémoire. Donc juste pour information, ce package il est disponible en Python ainsi qu'en Julia, qui est un langage de programmation en haute performance, plus rapide que Python selon un facteur de 100 pour un code identique selon les problèmes. Donc le développement du package en Julia il est encore en cours, mais il sera de composantes identiques au package Python. Donc avant de passer à la suite, je rappelle juste que l'indice il est défini comme la prédiction du support du risque effectué par un modèle à l'aide des variables météorologiques qu'on vient de voir. Donc une fois les variables météorologiques obtenues, on a besoin d'extraire le support du risque. Et en fait, en pratique, on va se rendre compte qu'il sera systématiquement issu d'une source de données autre que la NASA, ce qui semble assez logique étant donné que ici on ne parlera pas de variables météorologiques, mais bien d'un historique de perte d'exploitation d'une entreprise ou de production de chiffre d'affaires ou beaucoup d'autres composantes numériques. Et en fait, ça va rendre difficile l'ajustement d'un modèle pour lier le support du risque et variables météorologiques. En fait, pour la raison suivante, c'est que
il est très peu probable que la résolution spatiale, c'est-à-dire la maille à laquelle sont disponibles les données, soit identique pour deux sources de données différentes. Ici, c'est illustré dans le cas où le support du risque qui correspond à la production par mégawattheure installé d'une centrale solaire, qui est donc le cas pratique que j'ai mentionné au début et qui sera traité à la fin. Et à gauche, on a la visualisation donc d'une variable météorologique issue du programme Power au 1er janvier 2005 avec la résolution donc, que j'ai déjà mentionné, c'est pixels de 70 km par 70 km. Et donc à droite, on a ce support du risque que j'ai décrit, le potentiel de production solaire, à la même date, donc 1er janvier 2005, sur la même fenêtre géographique. Mais en fait, on constate que la maille des données, elle est complètement différente. Celle de droite, elle correspond au découpage européen NUTS 2, qui sont les régions en France, les Länder en Allemagne, etc. Et en conséquence, ça va être difficile d'établir un lien propre entre les deux et donc d'établir un modèle de qualité, ce qui, je rappelle, est essentiel à l'obtention d'un indice de qualité. Donc le choix qui a été fait, c'est d'augmenter artificiellement la résolution du support du risque pour qu'elle puisse coller à la résolution des variables météorologiques. Et donc c'est une méthode qui est proposée ici. Donc une fois qu'on a identifié cette incohérence de résolution, qui est l'étape 1, il va s'agir d'apposer le support du risque au format des variables météorologiques, c'est-à-dire pour ces pixels de 70 km de côté. Donc pour ça, on va prendre le centre de chaque pixel constituant la grille, la maille géographique des variables météorologiques, et regarder dans quelle région il se situe. Et selon la région dans laquelle il se situe, attribuer la valeur correspondante par rapport à la carte originale qu'on peut visualiser en étape 1. On observe toutefois qu'on ne peut pas vraiment s'arrêter là, puisque les phénomènes météorologiques, c'est des phénomènes continus, ou en tout cas qui ne présentent pas de discontinuité aussi importante, surtout selon un découpage administratif. Et ici, on peut voir, et c'est tout à fait naturel, on peut toujours identifier les régions présentes en étape 1, et ces séparations marquées qu'on voit très bien en Espagne, par exemple, je les ai ici nommées effets de frontière. En fait, elles n'ont pas sens à être là pour un phénomène météorologique. Donc en étape 3, ce qu'on va tenter de faire, c'est de corriger ce problème de discontinuité en appliquant un lissage convolutif gaussien sur l'étape 2, avec un paramètre de lissage optimal déterminé comme le plus petit paramètre de lissage, faisant disparaître l'effet de frontière. Donc l'objectif ici, c'est de faire disparaître ces discontinuités sans toutefois trop lisser pour pas faire disparaître complètement les phénomènes locaux observables en étape 1. Donc, si vous voulez plus de détails sur la détermination de ce paramètre de lissage optimal, la démonstration complète est disponible dans la partie 1 du mémoire associé à cette présentation, que vous pouvez consulter sur le site de l'Institut des Actuaires. Et donc, dans l'esprit de ce mémoire, et pour rendre le processus accessible au plus grand nombre, la détermination du paramètre de lissage optimal ainsi que le lissage convolutif gaussien lui-même sont intégrés au Package Index Methods que j'ai déjà mentionné. Donc une fois qu'on a obtenu une variable météorologique explicative et notre support du risque qui servira de variable réponse et effectuer les retraitements nécessaires, on est confronté au cœur des travaux de ce mémoire, c'est-à-dire comment établir un lien de qualité entre les deux, de sorte à ce que notre prédiction du support du risque soit elle-même d'excellente qualité. Donc dans le cadre de ce mémoire, ce sont les réseaux de neurones qui ont été choisis pour établir ce lien, parce que, bon, outre leur capacité prédictive de pointe, ce sont les seuls modèles qui sont capables d'utiliser la forte autocorrélation spatiale et temporelle des phénomènes météorologiques pour améliorer la qualité des prédictions. Ce que j'entends par autocorrélation temporelle ou spatiale, par exemple, ça fait référence au fait que s'il a fait beau hier, la probabilité qu'il fasse beau aujourd'hui, à un endroit donné, elle est plus importante que s'il avait fait mauvais. Ça, c'est un exemple d'autocorrélation temporelle sur les phénomènes météorologiques. On voit très bien aussi une autocorrélation spatiale très forte. S'il fait beau là où je suis, il est très fortement probable qu'à 200 mètres, il fasse aussi très beau. Et en fait, les réseaux de neurones, certains types de réseaux de neurones arrivent à exploiter ce type de dépendance spatiale et temporelle pour améliorer la capacité de leur prédiction. Le problème avec les réseaux de neurones, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à calibrer. La mise en place d'un réseau de neurones de pointe, ça demande une excellente connaissance théorique de leur fonctionnement, des données sur lesquelles on souhaite ajuster un réseau de neurones,
et surtout beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à plusieurs mois sur des projets assez ambitieux. Donc ça induirait un coût de création de l'indice assez important et c'est vraiment pas ici ce qu'on souhaite pour conserver les avantages d'une couverture indicielle. Donc pour pallier ça, la solution qui a été trouvée, c'est l'automatisation de la mise en place de ces réseaux de neurones. Donc avant de vous parler d'automatisation, je vais vous présenter sommairement le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels que j'ai utilisés ici. Et pour faire ça, d'abord vous parler de neurones artificiels tout court. Donc un neurone artificiel, sommairement, c'est une unité qui va faire la synthèse de l'information qu'elle perçoit en entrée pour retourner une sortie unique. Et de manière plus formelle, plus mathématique, un neurone artificiel, c'est une fonction prenant en entrée plusieurs variables, donc ici notée de x1 jusqu'à xn, et retournant à un unique scalaire, la sortie. Donc on note ici y. Le neurone, il obtient la valeur de cette sortie en affectant des poids à chaque entrée, donc ces poids ici sont notés de oméga 1 jusqu'à oméga n, en effectuant la somme pondérée de ces entrées, et en y ajoutant un terme de biais, donc on a ici noté B dans la somme visible dans le cadre rouge, et en appliquant à l'ensemble une fonction d'activation, qui est notée sigma, et qui a pour but de filtrer l'information qui va passer à travers le neurone. Donc de manière, pour faire simple et de manière très courante, la fonction d'activation qui est utilisée dans 90% des cas, c'est la fonction relu, qui correspond pour rectify linear unit, qui affecte à x positif x et à x négatif 0. Et en fait, c'est l'utilisation d'une fonction non linéaire telle que la fonction relu qui va permettre par la suite au réseau de neurones de modéliser des phénomènes non linéaires. Donc d'un point de vue purement statistique, les poids attribués aux entrées et les termes de biais, ça correspond en fait aux paramètres du neurone artificiel qu'on tâchera de calibrer par la suite. Donc, un neurone artificiel, c'est en fait relativement simpliste. Si on enlève la fonction d'activation, le sigma que j'ai mentionné précédemment, un neurone artificiel, ça prédit exactement de la même manière qu'un modèle linéaire. Et en fait, l'intérêt, la valeur ajoutée d'un tel objet, c'est d'être combiné, contrairement à un modèle linéaire où on ne peut pas le combiner. Donc, la première combinaison de neurones artificiels que je vais vous montrer, ça correspond à une couche de neurones artificiels. Donc formellement, une couche, ça correspond à une combinaison verticale de M neurones partageant les mêmes entrées tout en restant indépendants. Donc chaque neurone va en fait attribuer ses propres poids aux entrées, posséder son propre terme de biais et du coup une sortie complètement indépendante des sorties des autres neurones constituant la couche. Et en fait, ce montage en couche, on l'introduit pourquoi? Parce qu'il peut ensuite être combiné horizontalement pour former des réseaux de neurones complets. Et on parle, lorsqu'on a un tel montage en couche, de réseaux de neurones de type MLP, pour de l'anglais perceptron multicouche. Donc en fait, pour ce type de montage, la première couche d'un réseau MLP, ça prend en entrée une observation des variables explicatives. Donc appliqué au programme Power, on a 42 entrées parce qu'on a 42 variables et on va donner en entrée du réseau de neurones une observation de ces 42 variables. On combine en fait horizontalement cette couche avec une autre en considérant que les sorties de la première couche sont les entrées de la seconde et ainsi de suite. En fait, on peut de cette façon combiner de nombreuses couches jusqu'à ce qu'on arrive au neurone final qui nous permet d'obtenir une sortie unique en faisant la synthèse de l'intégralité de l'information propagée à travers le réseau. Et en fait, c'est cette sortie unique qui correspondra à la prédiction effectuée par le réseau de neurones. C'est en fait la variable réponse qu'on cherche à prédire. Et donc, dans le cadre de la mise en place d'un indice, c'est le support du risque, ce Y. Donc, avant de vous parler de la calibration de ce type de réseau, je vais rapidement passer sur les concepts d'apprentissage et de généralisation en machine learning. Donc, l'erreur d'apprentissage, en fait, c'est une mesure de la capacité d'un modèle à capter un lien de cause à effet entre les variables explicatives et la variable réponse sur l'échantillon d'apprentissage. Tandis que l'erreur de généralisation, ça teste la véracité de ce lien de cause à effet dans un contexte identique, mais sur des données jamais observées. Et c'est lorsque l'erreur de généralisation elle est faible, pour bien comprendre, qu'on est capable de dire que intuitivement notre modèle il a appris, parce qu'en fait il est capable de faire des prédictions juste sur des données nouvelles qu'il a jamais observées
Et ça veut dire qu'il a compris en partie le lien de cause à effet qui reliait les variables explicatives et la variable réponse. Donc ces deux métriques que j'utiliserai beaucoup par la suite, elles sont fondamentales pour calibrer notre réseau de neurones. Donc pour le calibrer, on aura d'abord besoin de déterminer les paramètres optimaux. Donc tout d'abord, les paramètres, comme je l'ai dit précédemment d'un réseau de neurones, ça correspond au poids et au biais affectés à chaque neurone constituant un réseau. Et en plaçant tous ces paramètres dans un vecteur que j'ai ici noté θ, on peut très simplement définir les paramètres optimaux comme les paramètres qui vont minimiser l'erreur d'apprentissage. Donc, de cette manière, le problème de détermination des paramètres optimaux, il est ramené à un problème d'optimisation en très grande dimension, parce qu'un réseau de neurones peut aisément avoir plusieurs millions de paramètres. Donc, ici, on optimiserait sur un nombre de dimensions en millions. Donc, pour résoudre ce type de problème d'optimisation, une pratique très courante, voire universelle dans le cas d'ajustement de réseau de neurones, c'est d'utiliser un algorithme de descente de gradient. Ici, c'est Adam qui a été choisi parmi tous ces algorithmes de descente de gradient, de par sa vitesse de convergence supérieure vers les paramètres optimaux. Il converge plus vite vers l'optimum global. Donc pour plus de détails sur Adam et son fonctionnement, parce que j'ai pas le temps de le présenter ici, je vous invite à trouver son fonctionnement complet dans le mémoire associé. Et j'ai aussi placé ici un exemple illustré du déroulement d'un algorithme de descente de gradient pour trouver le minimum global d'une fonction de deux variables retournant un unique scalaire. Et donc en fait, on voit qu'on part d'un point initial et l'algorithme il va ensuite suivre la pente, c'est-à-dire en fait le gradient, jusqu'à ce qu'il tombe dans le minimum global de la fonction. Donc en fait, on va se déplacer à chaque fois jusqu'à ce qu'on obtienne notre minimum global. Donc maintenant qu'on sait déterminer les paramètres optimaux, la prochaine étape de la calibration de notre réseau, ça va être de déterminer les hyperparamètres optimaux. Avant de parler d'optimum, je vais, dans le cadre général du machine learning, définir un hyperparamètre. En fait, ça correspond à tout élément qui doit être fixé avant de lancer la procédure qui permet de déterminer les paramètres optimaux, la procédure d'apprentissage. Donc, dans le cadre des réseaux de neurones, pour nous, il s'agit de tous les éléments qui doivent être fixés avant de lancer la descente de gradient avec Adam, comme je l'ai mentionné à la slide précédente. Et donc, pour un réseau de neurones de type MLP, les hyperparamètres, ils sont soit liés à Adam, soit à l'architecture du réseau, c'est-à-dire au nombre de neurones qui constituent le réseau et à l'agencement de ces derniers dans le réseau. Donc là, en ce qui concerne la détermination des hyperparamètres optimaux liés à Adam, elle a été entièrement automatisée via des algorithmes d'optimisation itérative classiques et intégrée donc au package index method que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Et donc, comme pour le reste, la procédure est détaillée dans le mémoire. Et en ce qui concerne la détermination de l'architecture optimale d'un réseau de neurones, dans un contexte donc large où on ne connaît pas le type de données sur lequel ça sera appliqué ni le problème à la clé, c'est beaucoup plus épineux et ça a nécessité en fait plusieurs mois de recherche, simplement déjà pour définir l'architecture optimale d'un réseau de neurones, de manière très similaire à la définition des paramètres optimaux. C'est l'architecture qui va minimiser, cette fois-ci pas l'erreur d'apprentissage, mais l'erreur de généralisation. Cette définition, elle pose toutefois un problème très important. En fait, l'erreur de généralisation, elle est très coûteuse à évaluer, ce qui requiert d'avoir a priori déterminé les paramètres optimaux, sachant que la procédure de détermination des paramètres optimaux, donc par descente de gradient, elle peut prendre jusqu'à plusieurs jours sur des réseaux de neurones de dimension raisonnable. Donc on peut difficilement tester de nombreuses architectures et retenir la meilleure en calculant l'erreur de généralisation de chaque architecture sans s'exposer à des mois de calcul sur un serveur performant. Donc, pour pallier ça, une solution qui a été trouvée, c'est AdaNet. Donc, il y a un algorithme de détermination de l'architecture optimale d'un réseau de neurones publié par Google Research à l'occasion de l'ICLM 2017, qui est la plus importante conférence en machine learning sur l'échelle internationale. Et en fait, ça correspond à une alternative à AutoML, qui est une solution propriétaire et donc payante de Google qui permet d'automatiser la mise en place de modèles de machine learning et donc de réseaux de neurones sur des données diverses, de manière très similaire à ce qu'on souhaite faire ici pour des réseaux de neurones. Donc AdaNet il dispose d'une implémentation déjà existante et assez sommaire en Python
Pourquoi je dis assez sommaire? C'est parce que le package est toujours en cours de développement et en conséquence, son utilisation, elle est lourde, peu flexible. Elle demande des connaissances assez avancées sur le fonctionnement des réseaux de neurones, sur AdaNet en lui-même et un solide bagage en programmation sous Python. Donc, une solution opérationnelle qui a été trouvée à ce problème, c'est de réimplémenter en fait AdaNet de zéro en partant de la théorie disponible au sein du papier publié par Google Research et d'intégrer le tout au sein de Index Methods. Donc, cette implémentation particulière d'AdaNet, elle a l'avantage d'être entièrement automatisée, ce qui signifie qu'elle permet à un utilisateur d'Index Methods de mettre en place de A à Z un réseau de neurones aux performances de pointe, puisque ces performances sont garanties théoriquement par AdaNet, sans connaissance préalable du sujet, ni en machine learning, ni en deep learning, ni en programmation. Donc, de manière très simplifiée, quel est le fonctionnement d'AdaNet? Donc, pour décrire AdaNet, il faut d'abord définir ce qu'est un ensemble de modèles en machine learning. On dit que les modèles, des modèles appartiennent à un ensemble de modèles s'ils ont été indépendamment entraînés sur les mêmes données dans le but de prédire la même quantité, la même variable réponse. Les prédictions qui sont alors issues de chacun de ces modèles, elles sont combinées par ce qu'on appelle un assembleur et ça va formuler une unique prédiction, cet assembleur, à partir de toutes les prédictions qu'il a reçues. Un exemple très simple d'assembleur qui pourrait combiner les prédictions de plusieurs modèles, ce serait simplement une moyenne. Et donc AdaNet, en fait, c'est un algorithme qui va constituer de manière itérative un ensemble contenant un nombre de plus en plus important de modèles, où chacun de ces modèles, ça sera en fait un réseau de neurones que par la suite j'appellerai sous-réseau. Donc les sous-réseaux ajoutés par AdaNet à l'ensemble, ils sont dans les premières itérations relativement petits en termes de nombre de neurones. Mais au fur et à mesure des itérations, ces sous-réseaux proposés par AdaNet, ils seront de complexité croissante, de taille croissante, ce qui va permettre en fait de retenir toujours l'architecture la plus minimale par rapport à son efficacité. On ne peut pas sortir un bulldozer dès le début pour traiter d'un problème simple. On va d'abord garder des solutions simples et complexifier si nécessaire. Et AdaNet, il va s'arrêter de rajouter des sous-réseaux à l'ensemble lorsque l'ajout d'un nouveau sous-réseau n'apportera plus de gain de performance de la part de l'ensemble. Et en fait, on peut se demander quel est le lien entre cette procédure et la détermination de l'architecture optimale d'un réseau. Pourquoi on construirait des ensembles de sous-réseaux? Eh bien, en fait, c'est parce que l'assembleur utilisé par AdaNet, c'est un assembleur linéaire qui prend la forme donnée en formule ici dans le bloc jaune. Et en fait, cet assembleur linéaire, si on regarde bien la formule ici, c'est un neurone artificiel pour lequel le terme de biais, donc le B qui était dans la formule initiale sur les neurones artificiels, est nul, et pour lequel la fonction d'activation, c'est l'identité. Donc, l'ensemble des sous-réseaux construits par AdaNet et reliés par un assembleur linéaire, c'est en fait un réseau de neurones artificiels dont l'architecture, par construction, est très proche de l'architecture optimale qu'on souhaitait obtenir de par les garanties techniques derrière AdaNet. Donc, à ce sujet, si vous souhaitez plus d'informations sur le fonctionnement d'AdaNet et ses garanties théoriques, la référence vers le papier Google Research, elle est disponible au sein de la bibliographie du mémoire. Donc, si on fait une synthèse des accélérateurs qui ont été présentés et intégrés au package Index Methods, on a donc tout d'abord l'extraction automatisée des variables issues du programme Power avec une fenêtre géographique et temporelle paramétrable, une méthode qui permet d'augmenter artificiellement la résolution spatiale du support du risque pour qu'elle corresponde à celle des variables météorologiques qu'on a extrait précédemment. Ensuite, un bloc de modélisation entièrement automatisé qui comprend Adam, son hyperparamétrage, AdaNet et également l'hyperparamétrage d'AdaNet que j'ai pas mentionné et qui va en fait permettre via simplement un clic-bouton de créer un lien de qualité via réseau de neurones entre les variables explicatives et la variable réponse, le support du risque qu'on a extrait et retraité précédemment. Et enfin, donc en appliquant tout ça, on obtient un indice de manière très simple qui, je le rappelle, sera défini comme la prédiction effectuée par le modèle issu du bloc de modélisation du support du risque à partir des variables météorologiques.
Donc, rapidement, ce qui me reste plus beaucoup de temps, je vais passer en revue l'application au cas pratique de la création d'une couverture indicielle, donc des pertes d'exploitation des centrales solaires, qui, comme je l'indiquais au début, était en fait le sujet initial que je souhaitais traiter de manière plus naïve. Donc, la première étape, ça a été d'extraire les données du programme Power sur l'Europe pour un historique de 11 ans. Ce choix de 11 ans est détaillé dans le mémoire, je ne vais pas m'étendre dessus ici. En deuxième étape, ça a été d'augmenter la résolution du support du risque pour qu'elle matche celle des variables explicatives. Et en troisième étape, lancer le bloc de modélisation automatisé et attendre la convergence d'Adanet vers l'architecture optimale. Donc, dans ce cas pratique ici, Adanet a convergé au bout de 3 jours de calcul sur un serveur performant. Et donc, on obtient, in fine, les résultats suivants. Donc, le support du risque, il est visible ici en bleu sur le graphe et il correspond, comme je l'ai dit précédemment, au potentiel de production solaire. C'est-à-dire, quelle serait la production solaire si 1 MWh de capacité était installé à tel endroit pour tel jour et en moyenne. Et en rouge, on peut voir l'indice historique obtenu à Paris, donc du 1er janvier 2005 au 23 avril 2005, suite à la convergence d'Adanet. Et donc, on fait pas d'analyse poussée ici, mais l'indice semble suivre de façon assez satisfaisante les variations du support du risque en bleu. Et donc, pour un point géographique donné, donc ici, c'est la ville de Paris qui avait été choisie, on est en mesure de calculer les différents niveaux historiques de l'indice sur 11 ans, comme je l'ai dit précédemment. Et en fait, comme la production solaire, elle est fortement sujette à des variations saisonnières, on va ici établir un seuil de déclenchement par jour de l'année, donc 365 au total. On dispose donc de 11 observations des niveaux historiques de l'indice pour chaque jour de l'année. Et à partir de ces dernières, on peut estimer un quantile empirique des niveaux de l'indice. Et donc, c'est ces quantiles empiriques, ici calculés et affichés en bleu, qu'on peut voir sur le graphe. Pourquoi on prendrait un quantile empirique des niveaux historiques de l'indice par jour pour établir les seuils de déclenchement? En fait, c'est parce que prendre un quantile de niveau 5% des niveaux historiques de l'indice, par exemple, ça nous permet de dire que la probabilité que la prestation se déclenche chaque jour de l'année, elle est de 5%. En fait, ça va nous permettre de paramétrer le niveau de couverture souhaité par l'assuré ou le souscripteur. On constate cependant ici que c'est pas idéal parce qu'on a que 11 observations pour des quantiles de niveau assez faible. Donc là, l'exemple, c'est 5%. Et 11 observations, c'est pas assez. Donc les quantiles sont très instables. Et pour pallier ce problème, la solution, on va dire, assez simple qui a été trouvée, c'est de faire un lissage par moyenne mobile symétrique uniforme appliqué sur ces quantiles avec une fenêtre temporelle de 21 jours, ce qui nous donne la courbe en rouge ici affichée sur le graphe. Donc, une fois notre indice historique obtenu et nos seuils de déclenchement, en reprenant l'exemple de Paris, donc ici du 1er janvier 2005 au 23 avril 2005, il est très aisé d'obtenir un historique de survenance des sinistres, puisqu'il y a survenance dès lors que l'indice passe sous le seuil de déclenchement, ainsi qu'un historique des prestations associées. Et donc, je reviens sur comment on détermine le montant de prestation en fonction du niveau de l'indice. En fait, pour ce cas pratique-là, la perte de potentiel d'exploitation, garantie au titre de la couverture indicielle, elle correspond à la sévérité de dépassement du seuil. Donc, par exemple, sur le graphe, on observe, j'ai pointé un dépassement de delta pour une survenance donnée. Et en fait, plus ce delta est important, moins l'exploitant a produit. Et en fait, le montant de l'indemnisation, il peut être calculé comme la perte de potentiel de production garantie fois le nombre de mégawattheures installés par l'exploitant fois le prix de cession du mégawattheure de l'exploitant, ce que je rappelle, c'est un producteur d'électricité. Et donc, avec un historique de survenance et de coût complet, c'est très aisé d'obtenir la prime pure, en fait, comme le produit du nombre moyen de sinistres annuel avec le coût moyen associé à chaque sinistre, observé sur notre historique de 11 ans pour une zone géographique étudiée. Voilà, donc pour conclure très rapidement, je vais parler de quelques perspectives d'utilisation de ces travaux en dehors du contexte de l'assurance indicielle. Donc l'incohérence de résolution qu'on peut observer entre les variables explicatives météorologiques et le support du risque, c'est en fait un problème qui touche un cadre beaucoup plus général que l'assurance indicielle et qui est en fait celui de l'open data. Parce que dès lors qu'on travaille
sur des données distribuées dans l'espace issues de sources différentes, on rencontre de manière quasi systématique le problème de l'incohérence de résolution spatiale, de mailles différentes utilisées pour packager ces données. Et pour y faire face, en fait, la méthode de désagrégation qui avait été mise en place, d'augmentation artificielle de résolution de données distribuées dans l'espace, elle reste applicable. Et en fait, ça peut, donc là, j'ai listé des sources de données publiques auxquelles ça s'applique très bien. Donc, notamment, on pense aux données de l'INSEE, de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, sur lesquelles j'ai déjà effectué quelques tests. Et de manière assez similaire, la mise en place d'un modèle de régression ou de classification de qualité, c'est pas un problème propre à l'assurance indicielle. Dans de très nombreux contextes, certains actuariels, d'autres non, le bloc de modélisation automatisé, en fait, il permettrait de profiter de la puissance de réseaux de neurones de pointe sans connaissance préalable sur le sujet. Donc, j'ai listé en exemple actuariel de la tarification santé, auto, MRH. Mais en fait, dès qu'on cherche à établir des modèles prédictifs, que ça soit en finance, que ça soit il y a beaucoup trop d'exemples d'applications data science pour tous les lister, mais tant que c'est de la classification ou de la régression, ce bloc de modélisation peut être utilisé. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre écoute et merci de votre participation et bonne fin de soirée.